Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec des rescapés de l'accident du Boeing 737-300 à l'aéroport international Blaise Diagne qui crient leur ras-le-bol. Logés dans un hôtel de la place, ils disent traverser beaucoup de difficultés avec entre autres les frais de prise en charge qu'ils doivent supporter. À Simal, c'est le pont qui relie le village à Fimela qui s'est affaissé ce matin. Les habitants, depuis plusieurs années, avaient demandé la réhabilitation de l'infrastructure qui était dans un état de délabrement très avancé. Litige foncier à Baraf, dans la commune de Niaguis. Les populations se sont mobilisées ce matin pour bloquer tous les chantiers en cours. Elles protestent contre l'entêtement de la commune qui poursuit la distribution des parcelles de terre à des particuliers, malgré les nombreuses alertes. Basketball Africa League, la Douane s'incline devant l'US Monastir à 75-69. Les Gablous se compliquent la tâche avant la dernière journée prévue ce dimanche à la Dakar Arena. Et puis le focus de ce samedi porte sur le contrat de concession du marché de réparation navale du Sénégal en groupe turc dénommé Dakar Naval Owazata, un processus de concession qui, selon toute vraisemblance, n'a pas respecté les règles de passation de la commande publique. Ce sera en fin d'édition avec Daniel Diouf. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Accident de l'avion du Boeing 737-300 affrété auprès d'une compagnie privée transfert et en partance pour Bamako, dont la nuit de jeudi à vendredi à l'AIBD, les rescapés crient leur ras-le-bol. Logés dans un hôtel de la place, ils disent traverser beaucoup de difficultés, notamment le suivi médical qui fait défaut, à les en croire, avec les frais de prise en charge qu'ils doivent supporter. Révélation d'une rescapée qui parle de crash et non de sortie de piste comme évoqué par la compagnie. Nous voyons cela dans cet élément signé Mambiram Diouf et Modou Diop. Après l'accident de l'appareil en partance pour Bamako, des rescapés continuent de crier leur colère. Il s'agit de crash, nous confie ce rescapé et non de sortie de piste de l'avion. Je vois sur plein de sites, sur plein de médias en ligne où on parle de sortie de ligne, sortie de piste. C'est tout à fait le contraire. Ce n'était pas une sortie de piste, mais par contre un crash aérien carrément. Le tout a été dénaturé. C'était la deuxième tentative de décollage qui s'est produit l'accident. Donc grâce au bon Dieu, certes que l'avion a crashé, le flanc gauche de l'avion a pris feu. Mais si avec tout ça il n'y a pas eu mort d'homme, on remercie le bon Dieu. Beaucoup de difficultés vécues depuis lors, le problème de suivi médical se pose avec acuité. Ce que moi je déplore surtout, c'est l'assistance qui nous a été apportée depuis l'aéroport jusqu'à l'hôpital à Idrissa Poy, jusqu'à maintenant où je suis assis. Comment vous pouvez imaginer un accident qui s'est produit depuis mercredi soir? C'est aujourd'hui, j'ai reçu mes frais médicaux, c'est-à-dire les frais qui ont été engagés par moi personnellement. C'est aujourd'hui que Air Sénégal m'a remboursé. Je trouve ça vraiment décevant, Je trouve ça vraiment décevant. Mais tout ce qu'on demande, c'est d'être dans nos droits. Il ne s'agit pas de nous donner des milliards. Je ne parle même pas en termes pécuniaires, c'est-à-dire le plus important, c'est quoi? C'est de considérer l'être humain, de compatir à la douleur de la personne au lieu de délaisser les gens et livrer à eux-mêmes. Cette dame, une malienne qui a du mal à marcher depuis l'accident, ne comprend pas la tournure des événements avec surtout les frais médicaux qu'elle doit supporter. Moi, j'ai sauté vite fait. Après, depuis j'ai sauté mon pied là, je n'ai pas marché. Presque 4 jours aujourd'hui, je n'ai pas marché. Mon pied là, ça ne va pas du tout. Après, les ambulances, ils sont venus. Ils vont ramener à l'hôpital. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe après parce que j'étais partie. C'est nous qui payons les frais là. Voilà, on a laissé, même mon passeport il est là-bas. De ça, il a fait la radio. Quand on finit la radio, j'ai dit, bon, donne-moi mon papier. Ils ont dit, je ne donne pas. Tant que l'argent il n'a pas payé. Bon, maintenant, mon passeport il est dans l'hôpital pour les garanties. L'avion en Boeing 737-300 affrété auprès d'une compagnie privée Transair et en partance pour Bamako continue de faire du bruit. En attendant les résultats de l'enquête ouverte, des rescapés demandent plus de considération. Mambiram Diouf, Modou Diop remercie le syndicat des pilotes dans un communiqué
insiste plutôt sur le besoin d'éviter toute spéculation sur les circonstances de cet accident. L'enquête à venir par l'autorité compétente qui sera conduite selon les directives de l'annexe 13 de l'Organisation de l'aviation civile internationale se chargera d'apporter des éclaircissements au fur et à mesure de sa progression. Nous restons à l'AIBD avec Cheikh Bamba Dièye qui a pris fonction à la tête de la direction de l'aéroport international Blaise Diagne. Il a loué les performances de son prédécesseur Abdoulaye Dièye. Il promet de faire plus. Je vous propose de suivre le compte-rendu de cette passation de service signé Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Installé le 19 octobre 2022, Abdoulaye Dièye quitte officiellement la direction générale de l'aéroport international Blaise Diagne ce 10 mai. Il dit partir à la tête haute. La mise en exploitation de l'homologation de l'aéroport de Saint-Louis, la certification de l'aéroport de Cap Skirring sont des performances exceptionnelles qui ont permis au Sénégal d'obtenir une note de 86% de taux de conformité contre 46% en 2019. Son successeur, à qui il a passé le témoin, rassure quant à la bonne gestion de la boîte. Cheikh Bamba Dièye compte privilégier la transparence. Nous allons ensemble travailler pour avoir une situation de référence qui va nous permettre chacun de comprendre quel est l'état réel de AIBD SA à tous les niveaux, techniques, institutionnels, financiers, ressources humaines. Nous allons faire ensemble ce travail-là, froidement, avec beaucoup de sérieux. Tout au début de la cérémonie de passation de service, un film a été projeté présentant les réalisations et projets à AIBD. Cheikh Bamba Dièye reconnaît les efforts consentis par le régime sortant. Je vois, monsieur le directeur général, que beaucoup de choses ont été faites. Il y a l'école, il y a l'AMRO, il y a l'aéroville, il y a. C'est extrêmement important, mais en somme, pour vous et moi, ce n'est que le début. C'est la situation de référence. Une cérémonie de passation de service en mode fast-track. Le nouveau directeur général de AIBD, Cheikh Bamba Dièye, accompagné d'une petite délégation, est sorti avec son prédécesseur main dans la main pour la prière du vendredi. Le président Paul Kagame est arrivé à Dakar cet après-midi. Le président rwandais a été reçu par son homologue sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye, le chef de l'État rwandais donc, au Sénégal pour une visite de travail de 48 heures. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition Simal, le pont qui relie le village à Fimela, chef-lieu de commune, s'est affaissé ce matin. Les habitants de ce village de la commune de Fimela ont demandé depuis plusieurs années la réhabilitation du pont. Il était dans un état de délabrement très avancé. L'ancien ministre des Transports et des Infrastructures routières avait même annoncé sa construction. C'était en 2022, mais en vain. Pendant ce temps, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, lui, était hier à Kafountine pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts de l'érosion côtière accentuée par la houle de janvier dernier. Daouda Ngom dit avoir remarqué les conséquences très impactantes sur des secteurs comme le tourisme, les infrastructures d'énergie, de pêche et l'environnement. Le ministre a, dans la foulée, annoncé la finalisation d'un plan avec l'AFD pour sauver Kafountine de l'érosion côtière. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Lamine Ba et Lamine Mandian. On observe une érosion côtière de grande ampleur dans les côtes sénégalaises, mais à Kafountine, le problème est vraiment très grave. Et en janvier passé, il y a eu un phénomène extraordinaire, une houle qui a emporté une bonne partie, en fait, qui a accentué l'érosion côtière, comme vous l'observez. Et même des sites de culte, notamment le site El Hadj Omar, a été affecté, les cimetières ont été touchés. Vous voyez la canalisation la canalisation d'eau qui doit alimenter un peu les îles a été touchée, le linéaire de la Sénélec. Donc il y a eu énormément d'impact parce que cette zone, c'est une zone de forte érosion côtière. Maintenant, le ministère de l'Environnement avec les partenaires est en train de prendre des initiatives pour un peu atténuer le choc. Parce qu'en fait,
c'est un problème mondial aujourd'hui avec le changement climatique. Les températures à l'échelle mondiale augmentent, les glaciers fondent, le niveau de la mer augmente. Donc il y a une érosion côtière à l'échelle mondiale. Et au Sénégal, le Sénégal n'est pas un pays épargné. Ici à Kafountine, le tourisme est affecté, la pêche est affectée, l'environnement est affecté. Oui, déjà le projet Waka avait commencé à faire des initiatives, mais également il y a un projet en cours de finalisation avec l'AFD pour un peu... Nous restons dans le sud du pays avec ce conflit foncier de Baraf dans la commune de Niaguis. Les populations se sont mobilisées ce matin pour bloquer tous les chantiers en cours de construction sur le domaine foncier, objet de polémique. Une manière, selon elles, pour protester contre l'entêtement de la mairie de Niaguis de poursuivre la distribution des parcelles de terre à des particuliers en dépit de nombreuses alertes. Le ministre tutelle et les services de contrôle sont interpellés. Les détails dans cette correspondance signée Lamine Ba et Lamine Mandian. La décision des populations de Baraf de bloquer tous les travaux en cours au niveau des chantiers a installé la tension dans cette localité de la commune de Niaguis. Les actions menées sur l'initiative du comité de veille de Baraf en guise de réplique à l'entêtement de la commune de Niaguis à poursuivre l'attribution des terres à des particuliers malgré les multiples alertes émises depuis la décision de la réouverture de ce dossier foncier. Voilà qu'aujourd'hui, à notre grande surprise, dès que ce dossier a été réouvert, les gens se sont précipités pour venir entamer leur construction. D'autres sont là, sont en train de construire dans des emplacements ou bien dans des espaces qui étaient réservés à des équipements. Donc c'est ce que nous ne pouvons pas admettre. Donc puisque les autorités n'ont pas pris la responsabilité de venir arrêter ces agissements, nous aujourd'hui nous nous sommes mobilisés pour dire aux gens de ne plus construire. Les terres nous appartiennent, on ne laissera pas des gens venir nous exproprier et récupérer ces espaces-là qui ont été réservés pour un éventuel équipement. Le comité de veille et d'alerte demande au sous-préfet de l'arrondissement de Niaguis de prendre ses responsabilités en mettant fin à cette situation. Donc nous demandons aujourd'hui au sous-préfet de Niaguis de prendre ses responsabilités et d'arrêter cette forfaiture. Donc il ne s'agit pas de dire qu'ils ne sont pas au courant. Ils ont longtemps été informés et voilà que maintenant des gens sont entrés sous prétexte de faux papiers de venir construire et de morceler nos équipements. Mais imaginez-vous, sur des équipements qui étaient prévus dans Baraf, sur 39 équipements, les 23 ont été morcelés pour... Toutes nos excuses pour cet élément avec ces quelques problèmes techniques. Autre aspect de l'actualité avec les enseignants décisionnaires qui continuent de demander leur intégration dans le corps des fonctionnaires. Ils se sont donné rendez-vous à Thiès pour encore se faire entendre. Cher Ranta Diop, c'est la tire. On les appelle des enseignants décisionnaires. Ils sont diplômés, recrutés par l'État. Certains ont fait plus de 30 ans de service et restent toujours des enseignants non fonctionnaires. Une injustice dénoncée par le coordonnateur national des enseignants décisionnaires. C'est une injustice qui a assez duré et il faut que justice soit faite, il faut que correction soit apportée à cette situation. Nous demandons à ce que tous les décisionnaires soient reversés dans le corps des fonctionnaires. Le secrétaire général du QSEMS authentique venu les soutenir a profité de cette tribune pour dénoncer le malaise que vit l'enseignant décisionnaire. Permettre à ces enseignants-là de retrouver leur dignité. Parce qu'avoir un salaire de 500 000, pendant que tu es en activité, tu vas à la retraite, tu te retrouves avec un salaire de moins de 100 000, c'est inacceptable, c'est de l'esclavage, c'est vraiment rabaisser la dignité humaine. Et pour des gens qui ont donné toute leur vie à l'école. Dambodj espère que le président de la République sera plus regardant sur cette question. Que le président Diomaye Faye, en rapport avec les syndicats d'enseignants, en rapport avec le collectif ou des décisionnaires, en rapport avec le ministre de l'Éducation et les services compétents, qu'il y ait une rencontre importante sur la question. La salle était bondée, les enseignants sont venus de toutes les régions du pays. Dambodj, le chouchou du public, a eu droit
à un accueil mémorable au milieu de ses collègues. Les organisations de la société civile et des mouvements panafricains demandent la réouverture du dossier Omar Blondin Diop et que justice soit faite. Ils ont décidé ce samedi, qui coïncide avec l'anniversaire de son décès. Les membres de ces organisations se sont recueillis devant sa tombe au cimetière des abattoirs de la Médina. Je vous propose là-dessus de suivre Sylvestine Mendy, coordonnatrice du mouvement panafricain Africa First, interrogée par Alassane Ba et Amadouba. 51e année que Omar Blondin Diop est mort dans des conditions qui jusqu'à présent restent suspectes. Maintenant, les mouvements panafricanistes et de la société civile sont rencontrés pour commémorer sa mort, mais aussi demander à ce que justice soit faite, parce que jusqu'à présent, les conditions de sa mort ne sont pas encore élucidées. La famille demande que justice soit faite, mais nous aussi, les mouvements ici présents, à savoir Africa First, Frappe, Sénégal notre priorité, Mbour Justice, Djigui Yakar, GIF Afrique, Urgence panafricaniste, Carbone 14 et tous les autres mouvements citoyens d'Afrique qui sont là, demandent pour que justice soit faite sur le dossier de Omar Blondin Diop. Nous vous rappelons aussi que les médecins avaient effectué une autopsie pour dire que ce qui a été dit par le gouvernement de Senghor n'est pas avéré, qu'il s'est suicidé dans sa cellule à Gorée en 1973, alors qu'il n'y a aucune preuve qui montre les faits. Nous demandons à nos autorités d'essayer de voir un moyen d'inclure ses écrits, ses pensées dans l'éducation d'une manière générale. Excuse encore pour ces problèmes techniques. Des cadres de PASTEF en conclave pour proposer des pistes de réflexion sur les réformes annoncées dans le secteur judiciaire. Le docteur Amadou Karim Thiaw, enseignant de droit à l'université d'Ottawa, soutient que le but recherché est de faire éviter au nouveau régime les mêmes erreurs que ceux qui étaient là. Je propose de le suivre. Ces propos sont recueillis par Alassane Ba et Amadouba. Donc l'objectif c'est de les aider, de les outiller en les prévenant sur comme de ne pas commettre les mêmes erreurs que celles qui ont été commises dans les précédents plans de réforme et que donc de ne pas envisager les réformes de la justice tout simplement dans un cadre du système comme de droit romano-germanique, mais d'aller au-delà de ce système et de savoir aussi qu'il y a des solutions que dans le cadre de ces réformes-là que l'on pourrait tirer de la common law, qui est le système de droit anglo-saxon appliqué notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie. C'est pour cela qu'en s'inspirant de certains systèmes de droit comme la common law, on arriverait à avoir une plus grande acceptabilité sociale de nos lois, une plus grande acceptabilité sociale des décisions de justice, parce que la population va se sentir impliquée dans le processus législatif, mais impliquée aussi dans le processus judiciaire. Donc il y a tout un ensemble comme de mécanismes dont on peut s'inspirer de la common law pour que la justice soit beaucoup plus proche de la population, pour que la justice elle soit beaucoup plus efficace, mais surtout pour que la justice joue véritablement son rôle et que la population s'identifie à sa justice, mais aussi à ses lois. 4 tonnes de produits prohibés pour une valeur de 2 700 000 francs CFA, c'est le résultat des opérations menées par le service d'hygiène de Mbour ces 3 dernières semaines à Popenguine, à quelques jours donc de la célébration de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le service d'hygiène intensifie les opérations pour veiller à la santé des fidèles pèlerins. Là-dessus, je vous propose de suivre cette correspondance signée Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. La marchandise est stockée dans une chambre isolée à la brigade de l'hygiène de Popenguine. Il s'agit d'une grande quantité de produits et denrées alimentaires impropres à la consommation saisis ces 3 dernières semaines. De 4 tonnes de produits impropres
donc pour une valeur à peu près de 2 700 000 francs CFA. Nous avons des produits dont la consistance vraiment laisse à désirer. La deuxième catégorie de produits qui a été retirée de la vente, c'est surtout les boissons alcoolisées. Donc vraiment, ils ont eu à retirer de la vente aussi des boissons alcoolisées, mais qui ont atteint leur date de péremption. C'est d'ailleurs un prélude de la 136e célébration du pèlerinage marial de Popenguine que cette opération est menée. Le dispositif de surveillance pour le respect des règles de l'hygiène est renforcé cette année. Donc, le premier aspect, c'est l'intensification des opérations techniques de désinfection et de désinsectisation, mais en mettant surtout l'accent donc sur la lutte contre les rampants. Basketball Africa League à présent avec l'AS Douane qui a perdu aujourd'hui face aux Tunisiens de l'ES Monastir 75-69. Une défaite qui complique la tâche des Gablots dans l'optique de la qualification pour les playoffs. L'ailier de l'AS Douane, Fofana Abdoulaye, regrette les nombreuses pertes de balles de son équipe. Je vous propose de l'écouter. Des propos recueillis tout juste à la fin du match par Mamadou Ndiaye. On peut le dire, mais c'est les pertes qui les ont donné les points faciles. Quand on rate les lancers, ça ne compte pas pour eux, ça ne compte pas pour nous. Mais quand on fait des pertes et qu'ils scorent, ça compte. Le match, si on défend et qu'on n'encaisse pas, on ne fait pas de pertes, ça peut finir 0-0, il y aura prolongation jusqu'à quand quelqu'un d'autre va scorer. Donc les lancers, il y a des jours, c'est comme la dresse, c'est comme ça. Des jours on marque, il y a des jours on marque, il y a des jours on marque pas. Mais les pertes de balles, quand tu donnes à l'adversaire des pertes de balles, et quand ils arrivent à partir en contre-attaque, mettre des points faciles, ça les crée déjà la confiance, mais ça te rend aussi la défense compliquée parce que tu ne peux pas bien défendre. Qu'est-ce que vous vous dites pour le match? Je suis confiant, on va faire le nécessaire, Inch'Allah, on va gagner. Est-ce que vous voulez retourner en France? Et les protégés de Mamadou Gueye Pavidon qui vont jouer leur dernier match demain, ce sera face aux Rwandais de l'APR du Rwanda. Donc d'ailleurs le président rwandais Paul Kagame à Dakar est attendu ce dimanche avec son homologue sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye à Dakar Arena pour cette dernière journée de la balle à Diamniadio. En football, Ligue 1 sénégalaise, Teungueth FC qui se reprend après sa défaite face au Jaraaf de Dakar 3-0. Le leader du championnat s'est imposé face au Casa Sport 1-0 et reprend provisoirement 7 points d'avance sur son dauphin, le Jaraaf de Dakar qui va jouer demain. Nous parlons à présent de la journée internationale de baseball et softball célébrée ce dimanche. Le comité national provisoire de ces sports, donc en plein préparatif pour les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 au Sénégal. Le dit comité qui a pour mission de propulser le baseball au cœur de la scène sportive sénégalaise regrette les faibles moyens dont il dispose vu l'ampleur de la tâche pour mieux former et accompagner les jeunes. Je propose de suivre les explications du président du CNP, Papa Amadou Mbouch Kabiro, interrogé par Yaya Diallo. Nous, en tant que structure locale, en tant que structure régionale, le baseball, softball, c'est un sport méconnu sur le plan culturel, mais nous nous efforçons pour que le Sénégal puisse aimer, puisse pratiquer le baseball, softball, mais plus précisément le baseball 5 qui fera partie des disciplines pour les JOJ de 2026. Je pense que si on associe la culture sénégalaise et le baseball, softball, et surtout le baseball 5, le Sénégal va connaître c'est quoi le baseball. Et vous savez, c'est un sport qui est tellement payant. Si vous partez aux États-Unis, si vous partez au Canada, c'est le sport le mieux payé que les autres sports. Donc aujourd'hui, il faut parler aux jeunes, leur montrer qu'il n'y a pas seulement que le football, il n'y a pas seulement que les autres sports, mais il y a le baseball et le softball qui peut bien qui peut bien apporter à la jeunesse sénégalaise en termes de gains aussi. Comme tous les samedis, notre dossier société nous mène
aujourd'hui à Terme Sud, 4 ans après l'expulsion des 79 familles donc de Terme Sud, Sud Ouakam par la gendarmerie. Les séquelles sont toujours visibles chez les gays. Et Loum Ndiaga Gueye, militaire en activité lors des événements, a finalement perdu son épouse à cause de ce qu'il qualifie d'humiliation. Il peine à joindre les deux bouts. Selon Babacar Loum, le président, plusieurs sont donc dans une misère inexplicable. Et pourtant, le site Terme Sud n'appartient pas aux militaires, mais à l'État du Sénégal. Les familles tendent la main aux nouvelles autorités pour leur réhabilitation. Donc c'est un dossier signé à Modoufal avec des images de Ababakar Kamara. Octobre 2020, les 79 familles militaires de Terme Sud ont eu la surprise de leur vie. Des éléments de la gendarmerie ont envahi le site pour procéder à leur expulsion. Le ciel s'abattait sur ces familles, jetées à la rue avec leurs bagages. Le calvaire raconté aujourd'hui par Ndiogou Gueye, qui depuis vit des difficultés. En train de souffrir, de voter, avec beaucoup de difficultés. Vraiment, on est trop fatigués. Ils n'ont plus de morale, ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas tranquilles. Il y a beaucoup de...